Nous sommes actuellement dans le quartier du Vieux-Lille, un quartier réputé pour sa beauté, mais aussi pour son coût de la vie. En effet, selon sologer.com, il faut compter entre 20 et 25 euros par mois le mètre carré pour y loger. Mais faisons un saut dans un autre pays, en Chine, et plus précisément à Hong Kong, une des villes les plus chères du monde. Cette ancienne colonie britannique, située au sud de la Chine, dans la baie Victoria, fait face à une extrême pénurie de logements abordables, ce qui oblige de nombreux habitants à vivre dans de très petits appartements, souvent précaires, surnommés des maisons-cages. Cette situation est aggravée par la forte densité urbaine, le manque de terrain disponible et la spéculation immobilière qui limite l'accès à la propriété pour la majorité de la population. Récemment, le 26 novembre 2025, un violent incendie a éclaté dans le district de Tai Po à Hong Kong, ravageant plusieurs tours d'un complexe résidentiel. Le feu a fait au moins 159 victimes et s'est étendu pendant 2 jours avant d'être maîtrisé. Ainsi, ce départ de feu fait ressurgir les soucis de logement auxquels fait face la Perle d'Orient. Margot Alexandre est une Française expatriée à Hong Kong, qui a fait un reportage sur ces maisons-cages. Elle a accepté de nous en parler. Parmi tout ce que vous avez vu sur le terrain, quels problèmes vous ont le plus frappé dans ces maisons-cages ? Honnêtement, ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point ces logements sont étroits et dangereux surtout. On parle pas juste simplement de petites pièces, c'est des espaces tellement serrés qu'on peut à peine tendre les bras. Qu'est-ce qui, d'après vous, permet à ces situations de perdurer ? Ce qui fait perdurer tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui se renforcent les uns les autres, je dirais. D'abord, c'est le marché immobilier, parce que les loyers sont tellement élevés que pour beaucoup, c'est soit ça, soit la rue, en fait. Et ça a toujours été une énorme crise du logement à Hong Kong. C'est les logements les plus chers du monde, c'est à Hong Kong. Donc ces logements, même s'ils sont insalubres, il y aura toujours des preneurs. Ensuite, il y a un manque de contrôle réel. Sur le papier, il y a des normes, mais dans les faits, les inspections sont clairement insuffisantes et certains propriétaires trouvent toujours le moyen de contourner les règles pour gagner du temps et de l'argent. Comment est-ce que les autorités réagissent à cette situation ? Les autorités, elles réagissent pas. Elles réagissent surtout dans l'immédiat, du coup. On a vu plein d'inspections massives, des chantiers suspendus à cause des potentiels dangers, l'arrestation de plusieurs responsables impliqués dans des mauvaises rénovations. Parce qu'il y a eu l'incendie, les autorités ont aussi promis des logements temporaires, des aides financières, une prise en charge d'urgence pour les victimes, etc. Mais ce qui ressort, c'est que tout arrive après coup. S'il n'y avait pas eu l'incendie, ça ne se serait pas passé, je pense. Il y a une impression que le système il se réveille que parce qu'il y a eu un drame. Et il y a beaucoup de critiques qui reviennent sur ce fait, sur le fait qu'il y a des normes qui existent déjà, mais qu'elles n'étaient pas appliquées et pas suffisamment surveillées, visiblement. Donc oui, il y a une réaction et elle est peut-être rapide là maintenant, mais elle manque de profondeur et surtout de prévention. C'est là pour réagir parce qu'il y a un drame que le monde entier a vu, mais dans la vie de tous les jours, les autorités, elles font rien du tout. Est-ce qu'il y a une forme d'entraide entre les citoyens hongkongais ? Je dirais que oui, clairement, que c'est même ce qui ressort le plus positivement, si je pouvais dire, de toute la situation. Parce que dès les premières heures après l'incendie, il y a eu plein de bénévoles. Nous, à l'université, on a reçu énormément de gens pour les loger. Il y a eu des voisins qui se sont mobilisés pour aider les victimes. Il y a eu des dons, des distributions de nourriture, des centres communautaires ouverts, des familles qui ont proposé d'héberger des gens qui n'avaient plus d'appart, etc. Cette solidarité, elle est impressionnante parce qu'elle vient des gens eux-mêmes, du terrain. Il n'y a pas de vraie organisation. L'État ne fait pas tant de choses. C'est les gens qui se mobilisent. D'après votre expérience de terrain, quelles mesures concrètes pourraient prévenir ce type de situation à l'avenir ? Pour moi, il y a 2 grandes priorités, je dirais. La première, c'est le logement. Tant qu'il n'y aura pas suffisamment de logements abordables et dignes, ces situations elles continueront. Il faut vraiment un plan massif pour créer des logements sociaux, des appartements accessibles et sortir progressivement les gens de ces logements caves qui sont clairement indignes. Après, c'est toujours très compliqué parce que Hong Kong, c'est une île et on n'élargit pas une île, on ne va pas créer de la terre. Donc c'est compliqué. Comment faire c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Le deuxième point, je dirais que c'est la sécurité. On doit renforcer les contrôles dans les bâtiments, surveiller les rénovations, ça c'est sûr, imposer des matériaux plus sûrs que le bambou, vérifier les installations électriques et surtout faire des inspections régulières et des vraies inspections, je pense. Et pas seulement juste après un drame comme Tai Po, mais en continu. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut écouter les habitants parce que c'est eux qui voient les problèmes au quotidien. Donc tant qu'on ne parle pas, on ne pourra pas réagir. Enfin, on pourra que prévenir, mais on ne pourra pas réagir. Donc je pense qu'il faut écouter les gens plus. Mais après, dans une institution comme Hong Kong, c'est toujours très compliqué. Et je pense que ça reste un peu utopiste, ce que je dis. Et que ça sera
toujours compliqué parce que Hong Kong, parce que la Chine, c'est pas du tout les mêmes réglementations qu'en Europe.